Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, des drones détecteurs de mines antipersonnelles. C'est pour cette invention qu'un lycéen ukrainien fait la une. Génération talent, c'est à suivre avec Igor Klimenko. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, aujourd'hui avec toi, on va voir que l'intelligence artificielle repousse les limites de la création visuelle. Oui, mais du droit d'auteur aussi. Certains artistes commencent à élever la voix pour faire reconnaître leurs droits. Et oui, le 13 janvier a été déposé un recours collectif opposant des artistes aux détenteurs des logiciels de création d'images automatiques, Midjourney ou Stable Diffusion. Et on décrypte aujourd'hui où en est le droit d'auteur, justement face à toutes ces avancées récentes de l'IA en matière de création de contenu visuel. Décryptage à suivre. Notre question du jour. Et si l'épreuve du bac, Rennes, la disserte de philo, transformait un petit peu l'essai? On va essayer de voir un peu plus loin que l'examen en lui-même, du discours au TikTok de la méthode, comment sortir du philosophiquement correct. On va démêler le vrai du flou avec nos philosophes aujourd'hui. Il nous faut un très beau cadeau, justement, d'être là en plateau pour les 1 an de School TV et la journée internationale de l'éducation. Lev Frankel, aka est plutôt serial thinker sur TikTok et sur YouTube. Vous êtes littéralement le prof philo préféré du moment. Et vous allez aussi nous proposer une expérience immersive et un livre à venir très bientôt. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, également compositeur. Tiens, vous plaidez pour une philosophie vivante sur vos réseaux sociaux. Vous nous emmenez en terre de cybermodernité dont le monde est flou. L'avenir des intelligences, c'est votre tout dernier ouvrage chez Plomb. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. 2 brevets et une récompense mondiale. Les drones démineurs d'Igor Klimenko ont le pouvoir de sauver des vies, des robots de détection que le jeune Ukrainien met au point depuis qu'il a 11 ans à peine. Xavier Terrade revient sur le parcours de ce talent de 17 ans. C'est sous des applaudissements mérités qu'Igor Klimenko a reçu le Global Student Prize 2022 fin septembre. Un prix que le jeune Ukrainien de 17 ans s'est empressé de brandir tout sourire en haut du Rockefeller Center à New York. Cette récompense s'accompagne d'une enveloppe de $100 000, une somme qui devrait lui permettre de créer son entreprise et de produire à grande échelle son drone détecteur de mines, pour lequel il avait déjà déposé 2 brevets. Il permet de donner l'emplacement des mines antipersonnelles à moins de 2 cm. D'après les autorités ukrainiennes, 23% du territoire aurait été miné par l'armée russe et il faudrait 10 ans pour réussir à tout déminer. Si son invention est mise à contribution, Igor Klimenko espère que l'Ukraine pourra être déminée en 3 ans. L'action d'un inventeur qui a passé plusieurs semaines réfugié dans sa cave en février 2022, au moment où la guerre a éclaté pour parfaire ses quadricoptères équipés de détecteurs. L'engagement de l'Ukrainien, membre de l'Académie mineure des sciences d'Ukraine, et la mise à profit de son talent pour protéger son pays ne date pas d'hier. En 2014, le jeune Igor n'avait que 11 ans quand la Russie a envahi le Donbass. Le petit garçon avait alors déjà l'idée d'un drone démineur. Malgré son jeune âge, l'enfant avait été à l'époque suivi par un laboratoire ukrainien. 8 ans plus tard, cette innovation de celui qui est désormais étudiant en sciences physiques et mathématiques pourrait s'avérer déterminante à l'échelle mondiale. 110 millions de mines étaient déjà enterrées à travers 60 pays dans le monde avant même le début de la guerre en Ukraine. Grâce au Global Student Prize, Igor Klimenko compte bien donner accès à sa technologie à d'autres pays. Un peu plus tôt, celui qui enseigne les mathématiques avait déjà reçu la médaille d'or dans la catégorie junior à la 21e exposition technologique de Malaisie. Il y avait présenté Quadcopter Mines Detector, invention qui a la lourde mission de reconstruire l'Ukraine et bien plus encore. Et voilà pour notre génération talent. Lev, Vincent, ces adolescents, ils vous inspirent? Oui, beaucoup. Je pense qu'on dit souvent que les adolescents, ils s'intéressent plus à rien, qu'ils lisent plus, et je crois que c'est exactement le contraire. Et je crois que justement YouTube, TikTok démontrent que c'est Aristote qui dit au début de la métaphysique, les êtres humains désirent naturellement savoir, désirent naturellement connaître. Et je crois que c'est le cas pour les adolescents. Seulement, c'est peut-être l'école qui pose problème, et c'est peut-être l'école qu'il faut repenser. Mais les élèves, les adolescents ont envie de connaître, ils ont un désir de savoir naturel. On va revenir dans un instant justement à la façon dont on peut philosopher avec plus de curiosité. Mais Vincent, justement,
Cette curiosité naturelle des adolescents et des adolescentes, c'est celle qu'il faut aller chercher pour les laisser s'exprimer. Alors, elle est là, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, elle est là, cette curiosité, mais ils ne sont pas simplement curieux, ils font, ils fabriquent, ils ont envie de créer, et avec l'explosion des réseaux sociaux, avec l'explosion d'Internet déjà, ils s'emparent d'outils, ils s'emparent de la connaissance pour en faire quelque chose. Et c'est cette mise en pratique de la connaissance qui peut déconcerter une façon professorale un peu, je dirais, hiérarchique et verticale. Donc, il faut qu'on ose la jeunesse. La jeunesse, elle ose s'emparer de tous les outils et de transformer le monde. Mais nous n'osons pas, nous, les plus de 30 ans. Allez, moi, je vais vous proposer d'oser la philosophie. On va révéler le côté badass de Socrate et mettre la philo en action. Tout de suite, c'est la première partie du talk. Et pour parler philo, pour refaire même la philo ensemble, Lev Frankel, a.k.a. Serial Thinker sur YouTube et TikTok, est avec nous. Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, compositeur même. Ça ne vous aura pas échappé, messieurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'éducation, 5e du nom. Un thème cette année, pour cette édition du 24 janvier 2023, investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Alors, vous n'avez pas 4 heures, je ne vais pas vous demander 3 sous-parties et 2 sous-parties. Pour vous, investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité, ça veut dire quoi exactement, Vincent Cespedes ? Ça veut dire que nous sommes des êtres de culture et que pour faire de la démocratie, pour faire que la liberté, la fraternité existent, l'égalité, eh bien, il faut absolument miser sur l'éducation. Et on a tendance à considérer, on l'a vu pendant la pandémie avec le confinement et le gros problème des enfants à la maison. On a vu une des utilisations possibles de notre système éducatif. On le disait, depuis Ivan Illich, on critique l'école garderie, l'école qui finalement arrange et permet aux parents d'avoir des horaires de bureau. Tout ça s'est remis en question avec la cybermodernité, cette modernité ultra connectée. Et en fait, l'école ne doit pas être que ça. L'école doit être un lieu de développement de nos liens politiques, démocratiques, de nos liens qui font société. Et dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, où nous sommes dans des bulles numériques, eh bien, il est encore plus important que le présentiel à l'école, qui gagne en importance, soit une terre d'expérience, d'expérimentation, où on fasse vraiment confiance aux élèves. Je déplore un peu encore ce manque de confiance. On prend les élèves comme des cerveaux un peu vides qu'il faut remplir, ce gavage d'oie que mai 68 a critiqué, en critiquant une pédagogie un peu de grand-papa. Je pense qu'on n'en est pas encore sorti, malgré plein de tentatives par plein de professeurs très inspirés. C'est le système lui-même qu'il faut transformer. Il faut arrêter de vouloir uniquement aider à élever des têtes bien faites. Il faut aussi pouvoir aider à élever des citoyens. On y revient dans un instant. Mais encore une fois, cette proposition d'investir dans une éducation de qualité pour en faire une priorité, ça veut dire qu'il faut certes faire confiance aux élèves, mais aussi peut-être à certains professeurs, Lev Frankel. Je rappelle que vous êtes en disponibilité cette année de l'éducation nationale. Vous enseignez en lycée jusqu'à présent et vous continuez à enseigner à l'université la philosophie pour cette année scolaire et universitaire. Faire confiance aux profs, est-ce qu'on peut se laisser le droit d'oser cette confiance-là ? Oui, je pense que c'est le côté badass de Socrate dont vous avez parlé avant. C'est-à-dire que Socrate, justement, tout ce qui fait sa singularité, c'est qu'il n'est pas là pour transmettre un savoir, pour faire ingurgiter une quantité, un programme qu'il faut terminer avant la fin de l'année. Au contraire, lui, il vient, il pose des questions. Et donc, et c'est par ce questionnement qu'il arrive à développer un savoir chez la personne elle-même, chez son interlocuteur. Donc, il n'est pas là pour imposer des idées. Il est là pour permettre à une personne, un élève ou un interlocuteur d'accéder par lui-même à un savoir. Et ça, je pense que c'est ça qui est fondamental et c'est ça qu'on doit apprendre de Socrate. Badass est-il Socrate ? Socrate est-il badass, tout simplement ? Je buvais vos paroles, dites donc, Lev. C'est notamment une des accroches que vous développez sur votre chaîne TikTok et YouTube, Serial Thinker, faut-il la nommer ? L'idée justement de pouvoir aider à penser, faire de nous des penseurs en série, c'est aussi nous refaire confiance à nous-mêmes, se dire qu'on est tous capables de pouvoir composer justement avec des pensées philosophiques. Oui, c'est un peu le titre justement, Penser en série, Serial Thinker, ça faisait référence justement à ce côté-là de Socrate aussi, qui vient déstabiliser un petit peu le système. C'est aussi ça, parce c'est vrai, on parle de démocratie, d'égalité, mais il y a aussi cette idée dans le savoir, dans la philosophie, ce qui permet aussi de déstabiliser des idées préconçues.
Et c'est ça le côté intéressant de Socrate, qui finit finalement, qui finit par se faire tuer. Hein. Donc, il est un serial thinker et il finit par être considéré il a le traitement d'un serial killer. Pourquoi ? Parce qu'il est dangereux, parce que justement le système athénien, c'est un système qui est fondé sur c'est le théologique et le politique est intriqué, et donc si lui déstabilise les croyances aux dieux de la cité, finalement il déstabilise le pouvoir politique. Et je crois que c'est ça qui est très important aussi dans l'enseignement, c'est-à-dire la possibilité de déstabiliser les croyances toutes faites. La pensée, c'est un pouvoir ? La pensée, c'est un pouvoir, mais c'est une puissance aussi de libération, d'autonomie. On ne peut pas imaginer une éducation sans cette éducation à la liberté qu'est la philosophie. Le problème, c'est que la philosophie, telle qu'elle est présentée dans ce que j'appelle le philosophiquement correct, c'est-à-dire les 20 auteurs obligatoires et puis les citations qui ne veulent plus rien dire, c'est que lieu de déformatage de la philosophie, lieu qui va remettre en question les opinions, ça peut devenir aussi un lieu de formatage. Et je déplore une approche philosophique qui consiste plus à formater dans une sorte d'ambiance un peu béni oui, tout le monde est gentil. Non, tout le monde n'est pas gentil, il y a des clivages politiques, il y a des intérêts divergents, il y a des combats. Être libre, c'est un combat, c'est une résistance. Sortir des opinions, c'est très compliqué. La fameuse phrase qu'adorait Socrate, « Connais-toi toi-même », cette phrase est difficile. C'est-à-dire, c'est pas simplement du développement personnel et j'apprends mon petit nombril, papa-maman. Connais-toi toi-même, c'est à chaque fois comprendre que tu as des limites en toi et ce que tu vois, ce que tu connais du monde n'est qu'un angle parmi d'autres et tu dois accéder aux autres angles. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça, de gens qui ne s'enferment pas dans leur tour d'ivoire ou leur bulle Internet et qui puissent avoir la curiosité, l'étonnement pour sortir de ces bulles-là. Et la philosophie doit rester l'arme du déformatage. Donc attention, jouer avec la philosophie en faisant une sorte de QCM géant, est-ce qu'on critique avec nos méthodes respectives ? Oui, bien sûr. Voilà. C'est justement revenir à la philosophie comme attitude, comme comportement, comme gourmandise du débat critique. Voilà, gourmandise. Donc tolérance pour tolérer les idées divergentes, mais aussi rationalité. La philosophie, c'est un lieu de rationalité, c'est dans le biais de la science. Donc on est dans une époque aujourd'hui où l'irrationalité est partout, il y a des sectes de partout qui pleuvent sur Internet, on veut embrigader les gens au nom de leur liberté, au nom de leur épanouissement personnel. Donc la philosophie, c'est la grande mesure anti-secte où le rationalisme, la raison, qui est universelle, permet aux humains de discuter en dehors de toutes les frontières et de tous les ghettos mentaux. Ouais, ça permet de développer une véritable pensée critique. Et puis, vous allez le voir, on va être très très loin du prêt à philosopher avec vos deux méthodes encore une fois. Vous ne faites pas partie des 7 millions de fans à vous presser sur les vidéos de Lev Frankel, serial thinker, sur TikTok et YouTube, notamment au moment du bac, mais ça aussi on va y revenir. Regardez, ça donne ça. C'est la rentrée, vous venez de commencer les cours de philo et c'est pas encore très clair pour vous, c'est quoi au juste la philo ? Pas de souci, je vous explique tout en 3 minutes. Il y a 2500 ans, un personnage nommé Socrate invente la philo. Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire pour qu'il soit considéré comme le père de la philosophie ? Pourtant, à l'époque de Socrate, ça existait déjà des gens qui avaient des idées. On trouve des idées dans la mythologie, dans la religion, dans la littérature. Mais ce qui est nouveau avec Socrate, c'est qu'il va essayer de démontrer ce qu'il pense grâce à des raisonnements. Je vous donne un exemple. Prenons un texte religieux de l'époque, par exemple la Torah. Dans la Torah, c'est écrit que celui qui coupe du bois le samedi doit être lapidé à mort. Ce châtiment n'est pas basé sur un raisonnement, c'est une loi révélée par Dieu en personne. Socrate, c'est l'inverse. Il n'y a pas de parole révélée qui nous tomberait dessus de manière miraculeuse pour nous dire quoi penser, quoi faire. Avec Socrate, pour la première fois dans l'histoire de la pensée, il va falloir justifier rationnellement ce qu'on pense. Bon, Socrate est un petit peu le parrain de cette émission, vous l'aurez compris. Attention à la ciguë, par contre, ça peut faire mal. Mais l'idée aussi, c'est d'aller chercher nous chercher dans nos retranchements et nos réflexes en matière de référence, notamment à la pop culture. On le disait tout à l'heure, Socrate est-il badass, c'est un des titres de vos vidéos. Vous allez aussi chercher parfois des featuring avec d'autres influenceurs pédagogiques sur YouTube, comme Ludovic Torbet d'Osons Causer, pour se demander si le salaire parfois de Kylian Mbappé est justifié. On essaie d'utiliser l'actualité, la pop culture, pour pouvoir mieux philosopher. Pourquoi ? Parce que la philo est partout.
Exactement. La philo est partout. Bon, Vincent a commencé à faire ça bien avant moi, et, avec cette idée de pop culture. Pop philo, oui. De Pop philo. de pop philo, ouais, pardon. Et oui, je crois que ce qui est important, c'est justement de montrer aux élèves qui sont déjà en train de faire de la philosophie, ils sont déjà en train d'apprécier la poésie. Alors j'avais parlé une fois de Booba, alors bon, il y en a qui m'ont dit, ouais, Booba, comment ça, c'est de la poésie? Mais si, bitume avec une plume, c'est de la poésie, c'est une manière de parler de la sublimation pour lui, parce que quand on voit Booba, voilà, on voit le gars bodybuildé comme ça, puissant. Il est en train d'inspirer Bruno Le Maire pour sa réflexion sur les influenceurs, je rappelle. C'est vrai qu'il Booba est littéralement un influenceur éducation. Il est dans toutes les polémiques, mais en tout cas, il y a de la poésie chez lui. Ce que je disais, voilà, côté bitume, côté voilà, ça c'est l'aspect puissant, bodybuildé, comme ça, côté un peu bling-bling des rappeurs. Et en même temps, c'est une plume, en même temps, c'est l'écriture, c'est la légèreté. Quand un élève a compris que ce qu'il aime chez Booba, c'est justement cette poésie, c'est ce détournement, parce que la poésie, c'est quoi? C'est le détournement du langage. C'est détourner le langage de son côté un peu ustensile, de son côté instrumental, pour lui faire dire autre chose, pour lui faire dire des idées, pour l'amener ailleurs. Et donc un élève qui se rend compte qu'il a aimé la poésie chez Booba, on peut lui faire ensuite comprendre qu'il peut l'aimer aussi chez Baudelaire et chez Rimbaud. Et dans ce sens-là, c'est toujours beaucoup plus facile. Et c'est pareil pour la philosophie. C'est-à-dire que si un élève se rend compte que quand il regarde la série Dahmer, le serial killer Dahmer, qui a fait les bons jours de Netflix récemment. Voilà, il est déjà en train de réfléchir à la question du déterminisme. Est-ce que finalement on est déterminé à devenir un criminel, ou est-ce que c'est un choix? Il est déjà en train de se poser des questions. C'est Spinoza, c'est Sartre. Et donc là, il a un accès. Tout d'un coup, c'est plus un savoir qui lui tombe dessus comme ça, ce que tu disais juste avant. Il faut trouver le bon prisme, la bonne accroche pour pouvoir les refaire entrer finalement dans une pensée philo. On est tous des monsieur et des madame Jourdain de la philo, en réalité, Vincent? Moi, je suis tout à fait d'accord, on philosophe tous. Les enfants ne nous attendent pas pour philosopher. Le pourquoi, le dioti en grec, c'est pourquoi, peut se relancer. On a tous joué à ça à 7 ans, 8 ans. Pourquoi, mais pourquoi? Et puis à un moment, l'adulte nous dit, bon, écoute, parce qu'on a des urgences de la vie. C'est les adultes qui s'arrêtent. Voilà, c'est les adultes qui s'arrêtent. Alors après, il y a là ce que tu décris, Lève, c'est une pédagogie de l'éveil. On les prend là où ils sont, les enfants, les jeunes, et puis on leur montre qu'il y a des univers autres, etc. Il y a aussi en philosophie une pédagogie de la rupture. On vous plonge dans quelque chose d'absolument nouveau. Et moi, personnellement, en tant qu'ancien étudiant de philosophie, c'est ce que j'aimais. Tout d'un coup, on nous plonge sur une autre vision du monde, un peu l'effet Matrix, c'est-à-dire que tout s'inverse. On appelle ça en philosophie une révolution copernicienne, c'est-à-dire que c'est plus la Terre qui est au centre du monde, mais voilà. Et donc, il y a des changements d'axe qui peuvent être brutaux, violents, mais qui sont extrêmement excitants. Moi, je l'ai lu à 13 ans quand j'ai commencé les arts martiaux chinois, où tout d'un coup, en faisant du kung-fu, j'étais initié à une autre vision cosmique, avec le taoïsme, avec le yin, le yang, et tout d'un coup j'ai compris qu'en fait ma vision du monde, il y a une civilisation comme la Chine sur plusieurs millénaires qui a développé une autre vision du monde, de la nature, et ça a été vraiment un choc philosophique, et la philosophie doit servir à ça aussi, c'est-à-dire à déshabituer de façon plus radicale, plus punchy, et Socrate d'ailleurs était dans l'éveil mais aussi était dans la rupture, et il faut jouer à mon avis sur les deux, c'est-à-dire je te prends là où tu es, et puis j'essaie c'est l'éducation, c'est l'instruction, élever un élève, on l'élève, mais il y a aussi, je te montre un univers complètement différent, il se peut que là-dedans, tu aies plein d'outils pour comprendre ta situation, ton monde, et construire ta propre liberté. Alors, je ne sais pas si on passe d'une philosophie bodybuildée à une philosophie en plein hacking, mais en tout cas, c'est une des méthodes de Vincent que vous prenez depuis 2018. D'ailleurs, vous avez essayé de faire sa révolution copernicienne en matière de philo à l'éducation nationale. Vous n'êtes pas fait que des amis à ce moment-là, il faut bien le dire. Je me souviens de cette tribune dans Libération qui s'appelait « Faut-il tricher au bac philo ?» La réponse pour vous, elle est oui, clairement. Oui, tricher. Alors, tricher de façon légale, c'est déjà plus vraiment tricher. C'est des méthodes. Les élèves sont la philo est intimidante. La philo est intimidante, même les adultes, quand on se présente en écrivain de philo, en philosophe. Oh mon Dieu, est-ce que je dis des bêtises? Voilà. Donc, déjà, il faut casser ça. Pour être à l'épreuve du bac, il faut se dire, je vais gagner le game. Donc, je veux transformer l'épreuve du bac. Attention, c'est pas la philo. Moi, je distingue bien les choses. C'est peut-être le point de, pas de désaccord, mais voilà. Moi, je voulais
vraiment montrer que la philosophie philosophiquement correcte, bien répondre et avoir 20 sur 20 au bac, ce qui arrive, eh bien, c'est pas vraiment de la philo si on utilise la méthode voyoute, c'est-à-dire je vais arnaquer mon correcteur. C'est pour ça que les professeurs n'ont pas aimé, parce qu'ils se faisaient arnaquer. Il y avait des 18 et des 19. La méthode voyoute, ça fonctionne. Parce qu'on applique une méthode, on applique littéralement. une méthode, mais d'arnaque, c'est-à-dire qu'on va sortir la phrase latine, parce qu'on sait que si le professeur, dans sa propre doxa, imagine que l'élève a fait des années de latin, eh ben, il va être dans le paquet de copies qui est un peu supérieur. Donc, on transforme l'épreuve en concours, parce que quand un prof a 100 copies à corriger, eh ben, il fait des petits tas. Ah, celui-là, il a plus de 10, moins de 10. On a tous été correcteurs. On sait bien que quand il fait beau, c'est l'été, on a envie de faire autre chose. On voit les profs de philo se plaindre. Il faut aussi prendre ça en compte, donc l'envie des correcteurs de philo d'aller voir dehors si le ciel est bleu. On transforme ça en jeu vidéo et on gagne des points. Et là, c'est plus du tout de la philo, c'est de l'arnaque. Le but, c'est d'avoir plus de 15 sur 20 et ça marche. Et c'est ça qui est assez scandaleux. Et du coup, moi, ça me permet de critiquer l'épreuve du bac que je critique fondamentalement. C'est-à-dire, ça n'a aucun rapport. La philosophie, c'est le dialogue vivant, c'est le débat critique. Et l'épreuve pour juger ça, c'est la copie scolaire où on écrit, et qui fait des distinctions et des discriminations terribles parmi les élèves qui ont plus ou moins de culture à la maison, plus ou moins d'aisance à l'écrit, etc. Oui, c'est finalement une application de méthode qui ne va pas venir combler l'inégalité scolaire et le fait de pouvoir aussi avoir accès à une pensée différente pour construire son esprit critique. Mais vous êtes d'accord là-dessus? La méthode voyoute, des gamins qui ont 8 sur 20 toute l'année, en 4 heures de révision, surtout avec 18. Et tout est là, vous faites hashtag méthode voyoute, vous avez les résultats. Donc, il y a même une appli pour ça, ça s'appelle Philohack. Philohack, l'appli gratuite, vous l'avez. Donc, ce qui est intéressant avec la méthode voyoute, c'est on fait quoi maintenant, cher professeur de philosophie, alors que même si vous ne vouliez pas être arnaqué par l'élève, eh ben, l'élève, vous avez mis 18, c'est pas une arnaque quelque part, c'est que l'épreuve ne correspond plus à la demande du temps, qui est une demande, encore une fois, de débat critique. On est beaucoup plus proche de l'oral, à mon avis, en philosophie, telle que moi je la conçois. Et l'écrit, c'est très sympa, mais ça reste quand même un exercice très guindé, réservé à une élite, et surtout qui peut être bluffé. À partir du moment où on peut hacker l'épreuve, à partir du moment où une méthode simple décide non pas de faire de la philo, mais de faire une sorte de fausse philo qui fait illusion, on doit réinterroger l'évaluation et la présence de la philosophie dans les études. Donc ça veut dire qu'on peut braquer l'épreuve du bac philo en mode casse à des papels, ça pose pas de problème visiblement parce qu'il faut juste appliquer une méthode, mais Lève, vous aussi vous allez pouvoir proposer la méthode Serial Thinker pour préparer les lycéens et les lycéennes au bac philo qui, je le rappelle, arrive le 14 juin prochain. Ça a l'air dans longtemps comme ça, mais finalement ça va se rapprocher assez rapidement. Vous aussi vous avez envie qu'on sorte du passe ton bac d'abord et on philosophera après? Oui, je crois que le bac, c'est un moyen pour le professeur d'enseigner et de mettre une certaine forme. Alors, est-ce que c'est bien ou pas de mettre cette pression-là? Mais il se trouve que, tel que l'école est configurée aujourd'hui, ça aide beaucoup de professeurs de philosophie, c'est-à-dire que quand même les élèves, ils se disent, bon, on a le bac à la fin de l'année. Eux, ils pensent que parfois que c'est le but, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si le but, c'est d'avoir une bonne note au bac, alors on ne fait pas vraiment de philo, c'est exactement ce que tu disais. Alors on se contente de faire un braquage ou on se contente de... Effectivement. Et je crois qu'il faut... je pense que c'est quand même important qu'il y ait cette épreuve à la fin de l'année, parce que ça permet justement d'avoir quand même un certain sérieux. C'est une épreuve rétroplénière. Mais ça ne doit pas être le but, ça ne doit pas être la finalité. C'est-à-dire c'est un moyen. Et même à travers ce que tu disais sur le braquage, alors évidemment je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée que c'est Bourdieu, quoi, le capital culturel. Si on montre qu'on a du capital culturel, alors effectivement le prof il se fait tout de suite une idée plus positive de la copie. S'il y a des citations en latin, s'il y a des choses comme ça. Bon, heureusement tous les profs ne sont pas comme ça. Je pense que quand même maintenant il y en a beaucoup qui sont éveillés aussi à cette idée-là, qui ont lu Bourdieu et qui essayent de faire cette critique, mais c'est vrai que ça doit encore fonctionner sur pas mal d'enseignants. Mais ouais, je crois que effectivement le bac, je crois que quand tu dis méthode voyoute, etc., c'est une manière de dire finalement le bac, c'est pas la finalité, c'est un moyen. Et quitte à le braquer, pourquoi pas, mais voilà, l'essentiel c'est de faire de la philo. Et oui, ça je suis d'accord avec ça. Mais même à travers ce braquage, finalement, ils apprennent des choses et ils apprennent à problématiser. Parce que d'ailleurs, j'étais tombé sur une vidéo où tu parles
de la problématisation. Je trouvais ça intéressant. C'était, je crois que tu utilisais l'image d'une maison en flammes, c'est ça? Et c'est-à-dire pour travailler sur l'enjeu. C'était pas la problématisation? Si, mais il faut que ça soit urgent. Donc c'est ça. Imaginez que c'est-à-dire tu fermes toutes les portes, toutes les fenêtres, etc., toutes les issues, et puis tu mets le feu à la baraque et tu essayes de sortir. Voilà, exactement. Et donc, mais là-dedans, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que c'est un exercice qui permet... pourquoi? Parce qu'en fait, ça parle de la problématisation, c'est-à-dire qu'on doit rentrer dans une impasse à un moment. Si je vais de ce côté-là, c'est barré, de ce côté-là, c'est barré, et il faut que je trouve une issue qui est on va dire, la troisième partie. Mais ça, c'est un exercice d'intelligence. Ouais. Et finalement, ça permet à l'élève d'essayer de trouver cette issue par lui-même. Et de dérouler faire cet exercice d'intelligence. Ouais. Cet exercice d'intelligence et pensée philosophique. On continue à hacker la philo dans un instant. Mais d'abord, moi j'ai le feu à l'oreillette visiblement parce qu'on me dit qu'il faut tout de suite partir pour la planète tech. Et c'est le zap, évidemment, d'Edouard Degnaud. Action. I see you looking at my PIC. I know, 그게 땡겨 전다 땡겨 바바기도 차지. Zoom in, zoom out. De retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Lev Frankel, serial thinker sur TikTok et YouTube, mais pas que. Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, toujours sur sa chaîne YouTube aussi, sa chaîne YouTube d'ailleurs. TikTok aussi. Et TikTok aussi, vous êtes tous sur TikTok et YouTube, ça tombe très bien. On va justement, dans un instant, reprendre notre débat sur la philosophie qu'on peut hacker, pirater pour notre plus grand bonheur. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui, avec toi, on continue à parler de cette problématique qui, visiblement, pose pas mal de questions sur le droit d'auteur, cette fois-ci, et les artistes. Oui, les intelligences artificielles d'aide à la création nous permettent de repousser les limites, justement, de cette inventivité, mais DALL-E et Stable Diffusion, notamment, commencent à beaucoup irriter les artistes qui aimeraient bien récupérer leurs droits d'auteur à un moment. Ben oui, tout à fait. On a vu apparaître récemment sur la plateforme de diffusion de contenu créatif ArtStation, sur le compte de certains artistes, un drôle de logo. Comme ici, à gauche, sur la page de Greg Rutowski, connu pour ses interventions dans les jeux vidéo tels que Forbidden West notamment. Ce logo, on le revoit là, ici, de plus près, eh bien, c'est devenu le symbole de protestation pour des artistes qui s'élèvent contre les logiciels de création visuelle utilisateurs d'IA, qui utilisent donc sans leur accord ou sans rétribution eh bien, leurs travaux pour générer des visuels potentiellement
proche de leur univers artistique. Eh bien, Greg Rutowski, par exemple, eh bien, il a vu son nom utilisé plus de 100 000 fois dans les textes de génération pour Stable Diffusion. Et c'est ainsi que le cabinet d'avocats californien de Joseph Saveri a engagé une action en justice le 13 janvier auprès du parquet de San Francisco qui a fait grand bruit sur Twitter parce que justement, il soulève ces questions de propriété intellectuelle à l'ère de l'IA encore largement inexplorées. Pour défricher le terrain, le cabinet représente des artistes influents, dont une qui est particulièrement intéressante. Elle s'appelle Sarah Anderson. Et qui est cette artiste? Qui est Sarah Anderson? Qu'est-ce qui la rend si particulière? Eh bien, ce qui la rend intéressante, c'est le récit qu'elle a publié dans le New York Times du 31 décembre dernier. Sarah Anderson, c'est une illustratrice de 30 ans, très populaire, avec ses 4,2 millions de followers sur Instagram. Elle est connue pour son personnage de petite fille à franges en t-shirt rayé à la Calvin et Hobbes et ses dessins en noir et blanc. Et dans cet article, elle raconte comment son humour, à couleur parfois féministe, a fait d'elle, à la fin de 2016, une figure de haine pour le courant de l'extrême droite américaine. Certains partisans ont repris son style jusqu'à en faire des versions carrément néo-nazies ou simplement faire l'apologie de Donald Trump. On le voit ici, on voit une jeune fille pleurer de joie en lisant les tweets de Trump et hyper ennuyée quand elle lit ceux de celle qui est nommée Crooked Hillary. Donc Hillary corrompue, c'était un des surnoms donnés à Hillary par Donald Trump. Et les utilisateurs, ils sont allés jusqu'à créer une police de caractères reprenant son écriture afin de remplir les bulles. Et depuis peu de temps, son style a été repris par les utilisateurs d'intelligence artificielle générative. Et donc, elle montre là sa propre production d'une image via un générateur, parce que j'imagine elle ne veut pas donner de crédit aux productions déjà faites. Et en fait, ces mots dans l'article du New York Times sont à l'image de la violence que ça a été pour elle, tout ça. Elle dit avoir eu l'impression d'être violated, ce qui est entre un peu violé ou profané ou bafoué, et elle appelle avec urgence à une protection adéquate qui permettrait d'éviter ces doubles fantomatiques de soi online. Oui, surtout voler aussi, déposséder de son propre courant, sa propre patte et de la façon dont elle peut elle-même transfigurer cette œuvre de BD. C'est très violent, on le voit, mais quels sont les débats qui sont prêts à éclater en matière d'intelligence artificielle générative? On a presque envie de dire, en t'écoutant, dégénérative à ce point. Oui, je sais, j'aime bien te faire. Pas mal, beau jeu de mots. Il suffit donc pour ça d'aller prendre la température sur Twitter, forcément. Et l'article de présentation de l'affaire publié par le cabinet Saveri sur son site a déjà été commenté, critiqué, retweeté largement sur la toile. Au cœur du procès se trouve une base de données. Elle s'appelle Lion 5B. Base de données constituée de près de 6 milliards d'images collectées sur Internet grâce à cette technique du data scraping, c'est collecte de données, qui est faite sans accord, je le répète, ou rémunération des producteurs d'images. Le cabinet d'avocats avance déjà dans son article un hypothétique montant du préjudice. Alors, je lis, en supposant des dommages nominaux de $1 par image, la valeur de ce détournement serait d'environ 5 milliards de dollars. Avant de comparer de façon assez opportune ce chiffre au plus grand vol jamais réalisé, à savoir celui fait en 1990 au musée Isabella Stewart Gardner, d'un butin qui s'élevait à 500 millions de dollars actuels, composé de Rembrandt, de Degas, etc. Et on se demande, eh bien, comment un tel non-respect des droits d'auteur a-t-il été possible? Eh bien, en cause est le fait qu'à la base, ces gigantesques banques de données collectées, elles sont faites par des institutions de recherche universitaire, à but donc non lucratif. Ce qui permet par là de bénéficier d'un usage particulier dans le droit, dans la propriété intellectuelle anglo-saxonne, le fair use. En français, l'usage loyal. En fait, ça permet de la reproduction gratuite d'œuvres d'art dans des contextes académiques. Oui, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on est en train d'organiser, c'est littéralement le cas du siècle. On revient un petit peu au braquage à la Casa de Papel de Vincent Cespedes. Tout à fait. Il y a d'ailleurs une série documentaire sur Netflix qui est très bien. Et donc, en effet, d'autant plus que selon Andy Bayo, ancien CTO de Kickstarter, eh bien, les instituts de recherche ayant permis ces collectes de données monumentales ont été financés par les sociétés d'IA génératives américaines avant de s'en servir pour développer leurs outils, leurs fameux outils qui, eux, génèrent
potentiellement des profits, dont en tête AI Stability, qui a créé Stable Diffusion, un des maîtres de ce domaine. Mais donc tout ça serait trop simple si de l'autre côté de l'arène judiciaire, il n'y avait pas de nombreuses remises en cause des arguments avancés par le cabinet d'avocats américain, détracteurs qui jugent les premiers arguments donnés erronés, factieux sur plusieurs plans. Les questions, en tout cas, de droit d'auteur porteront notamment sur l'intervention complexe des artistes et des humains dans le travail qui est fait main dans la main avec la machine, avec ces outils de génération. Là, on voit ce qui est nommé la capacité d'incitation et de choix par rapport à tout ce qui est produit par la machine. Humain, donc, qui traite ces technologies eh bien, comme un Photoshop amélioré, et aussi sur la capacité de mémorisation de ces IA, c'est-à-dire avoir en mémoire des images d'artistes afin de produire d'autres qui sont proches, qui, selon certains experts, comme un Finn Jason, je crois qu'il s'appelle, eh bien, est modéré par la variété de données digérées par les IA et donc ne peut pas produire de plagiat à proprement parler. Donc il y a un gros débat. Il y a un gros débat, ça prouve bien que le droit est une matière vivante, s'il en est, mais surtout, est-ce que ces sociétés d'intelligence artificielle commencent à prendre des engagements? Tiens, ce serait drôle. Eh bien, tout à fait. Et effectivement, par exemple, Stability AI a annoncé en fin d'année dernière que via un site qui s'appelle Have I Been Trained? Est-ce que j'ai été entraîné par une intelligence artificielle? Eh bien, les artistes pourraient avoir la possibilité de faire valoir leur option de retrait pour que dans la version 3 de Stable Diffusion, eh bien, ils puissent refuser que leur œuvre soit utilisée et entraînée dans ces bases de données. Donc c'est trop tard pour la version 1 et la version 2 de Stable Diffusion, mais ça reste en tout cas pleinement sujet à discussion et ça fera, il me semble, à n'en pas douter, jurisprudence au regard de l'action en justice initiée par le cabinet californien. Ça pourrait faire aussi un très joli devoir de philo, Lève. Et Vincent, c'est une question qui vous intéresse particulièrement parce que vous avez très tôt incorporé les questions tech dans votre approche philosophique. Le fait d'avoir affaire à des IA de création des intelligences artificielles, qu'elles soient conversationnelles comme ChatGPT dont on parle beaucoup en ce moment, ou d'autres types d'intelligence artificielle qui vont nous aider à régénérer de la création et donc peut-être des œuvres artistiques, ça pose une question fondamentale mais qui est vieille comme la philo. Qui est vieille comme la philo, et la philo elle-même, parlons-en. Nous inventons des mots. Moi, j'ai des citations de mes livres qui se baladent partout sur Internet, et jamais il me viendrait à l'idée de dire hey, c'est mon concept, c'est mon idée, j'ai même mes idées dans certains discours de politique, pas du tout de mon bord. Moi, je suis pour qu'on arrête avec le droit d'auteur. Totalement. Picasso, ses amis cachaient leur propre toile, parce que dès qu'il arrivait dans un atelier, il s'inspirait instantanément. Il était connu pour ça, et il faisait du Picasso avec. Le rap, on a parlé de Booba, le rap a commencé en samplant de la musique. La philosophie, elle sample toute la littérature, elle sample tout le monde. Donc, je crois qu'il faut arrêter, il faut se calmer un tout petit peu. Il y a la pulsion créatrice de l'être humain, celle-là, il faut la mettre en avant, notamment à l'école. Il faut que nos élèves, plutôt que d'être intimidés devant du Rimbaud, du Stendhal ou du Spinoza, produisent, qu'on les mette en phase de création tout en apprenant. Et je crois vraiment que nous sommes dans une révolution créatrice absolument globale. On ne pourra jamais protéger la musique, on ne pourra jamais protéger des idées, des concepts. Il faut qu'on accepte ça. Et par contre, il faut qu'on puisse voir ce qu'on est capable de faire avec les nouveaux outils. Mais je crois vraiment que l'idée de surprotection des œuvres, nous sommes des êtres d'inspiration et d'imitation. Nous imitons, et puis c'est après au public de voir quand il y a une simple imitation qui n'apporte pas un supplément d'âme, ou quand, au contraire, grâce à une mélodie que j'ai entendue, grâce à des œuvres que j'ai vues, j'ai pu produire quelque chose qui percute et que je peux signer en mon âme et conscience. Ce qu'on oublie là-dedans, c'est la morale. Moins il y a de morale de la part des artistes, de la part des créateurs, plus on a besoin du droit. Le droit est toujours un rapport de force entre des choses qui ont raison de part et d'autre. C'est un rapport de force, c'est une lecture politique des choses. Et donc moi je suis pour le copyleft, en veux-tu, en voilà, que tout soit un accès libre, et après on regarde comment les gens créent avec tout ça, et c'est comme une boîte de Lego, les gens vont peut-être inventer des choses qui vont transcender les modèles et transcender les originaux. Et justement, on va continuer à assembler le mécano Lego justement de la philosophie ensemble avec Lev Frankel et Vincent Cespedes et Jeanne Dreyfus. Bien sûr, c'est la deuxième partie du talk.
Et ce Lego philo, on peut aussi l'assembler visiblement dans des univers immersifs. C'est en tout cas la proposition sur laquelle vous êtes en train de travailler, Lev Frankel. Un serial thinker dans le métavers. Qu'est-ce que ça donnerait ? Vous avez fait le grand plaisir de nous partager quelques images pour l'école du futur. On va donc voir. Ouais. C'est un prototype. Alors évidemment, on met énormément de conditionnels. C'est un projet que vous êtes en train, encore une fois, de développer. C'est vraiment in the making, comme je dirais en anglais, en très mauvais franglais aussi. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? L'idée, c'est quoi ? C'est de dérouler un jeu, une pensée philosophique en immersion. D'ailleurs, je vois même qu'il y a des fautes d'orthographe. On est C'est vraiment, tellement prototype, c'est on est vraiment vraiment dans du le truc proto. encore en train de se faire. Mais c'est déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, l'idée, c'est effectivement en philosophie, il y a beaucoup d'expériences de pensée. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, le métavers permet cette immersion. En 3 dimensions. Pourquoi ne pas proposer justement des expériences de pensée qui sont parfois difficiles à faire en classe parce que les élèves, ça demande une capacité d'abstraction qui est pas toujours évidente. Et là, par exemple, je propose, c'est dans la version pilote, le fameux dilemme du tramway. Cette expérience de pensée dans laquelle il faut choisir. Il y a un train qui n'a plus de frein et qui va foncer sur... alors, dans l'expérience originale, c'est 5 personnes. Là, il n'y en a que 3 dans la vidéo. Mais voilà, donc il va écraser ces 3 personnes qu'on voit là. Ouais. On a une possibilité, c'est de tirer un levier d'aiguillage et de faire dévier le train sur une voie secondaire sur laquelle il y a une personne. Donc, c'est-à-dire que c'est l'idée, est-ce qu'on va sacrifier cette personne qui est sur la voie secondaire pour sauver les 3 ou pas ? Et ça permet de réfléchir à des notions morales qui est au programme de philo, la notion de devoir. Donc de savoir est-ce que la morale peut répondre à un calcul finalement. C'est la question de l'utilitarisme. C'est ce que Bentham a inventé au XVIIIe siècle, cette idée que la morale peut-être qu'elle répond à un calcul utilitariste des conséquences. Ou alors, est-ce qu'au contraire, alors on voit, il y a une deuxième expérience ensuite dans laquelle on est obligé de pousser quelqu'un sur les rails pour sauver cette fois-ci les 3 personnes. Et laquelle va-t-on sacrifier ? Voilà, c'est ce qu'on voit exactement là. Clairement, on a choisi de sacrifier quelqu'un. Voilà. Et donc, si on répond à un calcul, si la morale répond à un calcul des conséquences, il faudrait le pousser sur les rails. Et pourtant, là, les gens commencent à reculer. Commencent à se dire, non, là... Parce qu'il y a une humanisation de la solution qui devient trop insupportable pour pouvoir justement conjuguer cette morale et cette causalité ? Alors, effectivement... Vous n'avez toujours pas 4 heures, mais... Non, c'est-à-dire, effectivement, il y a une vraie question philosophique ici, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un interdit moral catégorique, comme l'imagine Kant ? Tu ne tueras pas et tu ne tueras point, comme c'est dit dans la Bible. Donc, un impératif catégorique qui ne dépend pas des conséquences. Ou est-ce que, finalement, la morale répond toujours à un calcul conséquentialiste ? Et c'est très intéressant parce que c'est notamment cette pensée kantienne qui est appliquée à l'intelligence artificielle, aux intelligences artificielles, Vincent, et notamment à toutes les questions d'autonomie des véhicules. On s'est beaucoup servi justement de cette pensée philosophique pour essayer sur les voitures autonomes, savoir si justement on allait pouvoir, au moment des phases de test de ces véhicules autonomes, les laisser délibérément écraser un piéton, une grand-mère ou sauver un landau notamment. Oui, en fait là il y a du calcul. Pour le coup, l'intelligence artificielle devra calculer. Et puis c'est aussi une question qu'on peut se poser quand on a un accident. Est-ce que je me sacrifie ou c'est l'autre en face qui y passe ? Donc, c'est très anglo-saxon cette façon d'approcher un peu la philosophie. Ils aiment beaucoup ce genre de... Il y a des expériences de pensée ailleurs, mais ça, pour moi ça fausse un peu... Enfin j'aime beaucoup l'idée d'univers comme ça où on se balade dans la philo, c'est superbe. Mais il y a le tragique de la vie, il y a aussi la poésie de la vie, la philosophie aussi. Pour moi, c'est accéder à cette, comment dire, à une relation humaine pleine de sens qui ne peut pas se résoudre à des dilemmes sous forme de calcul. Et donc, la liberté humaine est beaucoup plus littéraire que scientifique pour moi. Après, la morale, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu passé de côté. On s'est servi d'ailleurs de la philosophie en terminale pour faire passer de la morale. Kant, Victor Cousin
gamin, quand il réfléchit au 19e siècle sur qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant qu'on n'a plus la religion à l'école, le catéchisme à l'école, et qu'il faut bien quand même qu'on moralise nos jeunes. Et il se dit, il y a un mec qui s'appelle Kant, et c'est une sorte de de religiosité laïque. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement interrogé cette idée qu'on a besoin vraiment de morale et comment enseigner la morale. Donc peut-être qu'effectivement des nouvelles technologies, des expériences, j'aime beaucoup l'idée d'expérience, mais c'est surtout du dialogue. Ce qui est intéressant dans ces expériences qu'on voit là, c'est pas tellement le choix de la personne, c'est le débat qui est engendré, tu l'as mentionné. Voilà. C'est pour ça que là, dans la vidéo que vous avez montrée, il n'y a pas encore... J'ai prévu d'incruster des vidéos où en fait, ensuite j'explique les enjeux. Voilà, si tu as choisi tel choix, telle option, alors ça implique telle vision de la morale. Et puis ensuite, l'idée, c'est ce que tu disais aussi, de déstabiliser l'élève, puisque les élèves ensuite se disent, on est tous utilitaristes, du coup, quelle est la question? Et puis ensuite, quand on leur amène le deuxième exemple, là où il faut pousser la personne, ils se disent, en fait, on n'est pas si utilitariste que ça. Ouais. Et donc ça, c'est important, ce moment de déstabilisation où l'élève se dit, finalement, tout ce que je pensais tombe à plat, et il faut repenser à nouveau. Peut-être que la morale, c'est pas du tout l'idée que je m'en faisais, c'est peut-être une autre idée. Quand la philo devient le jeu dont vous êtes le héros, merci infiniment Lev Frankel d'être venu nous partager cette prochaine expérience Serial Thinker ici dans l'école du futur. Merci comme toujours à Vincent Cespedes pour son approche de la philo. On vous lit encore, c'est paru en 2021 mais c'est toujours d'actualité, dans Le Monde est flou, l'avenir des intelligences. C'était chez Plon, une philosophiction que je ne saurais trop vous recommander. Lev, le livre, évidemment, qui arrive aussi. Vous allez pouvoir réviser votre bac philo. Il n'est peut-être pas tout à fait mort, ce bac philo, tiens, quand même. Ce sera à venir au mois de mai et c'est chez Hachette, absolument. Vous reviendrez évidemment nous en parler parce qu'on me disait non, on n'a plus assez de temps pour pouvoir garder Vincent élève en même temps. C'est dommage, mais on refera ce débat, tiens, sur le bac philo à l'approche des épreuves. Et merci, comme toujours, à Jeanne Dreyfus. Joyeux anniversaire, School TV. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures.